J'ai toujours cru que les liens familiaux se construisaient sur le soin, la protection et l'appartenance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'ai grandi sous le regard attentif d'Hélène et de Georges, mes parents, qui ont toujours cherché à créer une atmosphère harmonieuse. Même si, pour y parvenir, ils devaient dissimuler des vérités susceptibles de troubler la paix établie. Durant toute mon enfance, j'ai imprégné la sensation que l'amour était conditionné par des comportements prédéfinis où la reconnaissance revenait uniquement à certains membres de la famille. La solidité des moments partagés coexistait avec l'ombre d'un favoritisme voilé qui, silencieusement, marquait les différences entre mes frères et sœurs, Raphaël et Marianne, et moi, Béatrice. J'ai toujours eu l'impression que mes sentiments et mes réussites avaient une moindre valeur, relégués au second plan par rapport à ceux qui, aux yeux de mes parents, étaient destinés naturellement à de grandes choses du fait de leur comportement ou des facilités avec lesquelles ils s'inséraient dans la narration familiale qu'ils avaient construite au fil des années. Ce soir fatidique, lors d'un dîner familial dans la maison bâtie sur des traditions et des histoires de générations, je m'étais assise à la tête de la table, enveloppée par des souvenirs d'une enfance où le sentiment d'invisibilité était plus présent que l'attente d'un amour inconditionnel. La table était déjà dressée avec la porcelaine ayant appartenu à mes grands-parents, un symbole silencieux des valeurs qui auraient dû unir la famille, mais qui allait devenir le théâtre d'une révélation inattendue et cruelle. Entre les verres de vin rouge et les coupes qui tintinabulaient discrètement pendant le repas, le silence, d'abord confortable et habituel, fut interrompu par des mots semblant sortir d'un scénario impitoyable. Mon père, d'une voix froide et maîtrisée, annonça sans cérémonie et sans égard pour les sentiments des convives que la décision concernant la maison, notre foyer, symbole des moments de bonheur et des combats que nous avions menés ensemble, avait été prise il y a plusieurs mois. Ces paroles résonnèrent avec une précision chirurgicale, dénudant une réalité où le dialogue avait été remplacé par des calculs froids et des convenances pragmatiques. Hélène, ma mère, tenta d'atténuer la tension en expliquant que la décision avait été prise sur la base d'années d'investissement, de la préservation de l'héritage familial et d'une supposée affinité de valeurs avec celui désigné comme héritier naturel. Pourtant, pour moi, Béatrice, ces justifications sonnaient lointaines et mécaniques, comme si le sentiment et l'appartenance n'avaient aucune importance face à des chiffres et des tableaux dissimulés depuis longtemps dans les tiroirs de la maison. À cet instant précis, le sentiment d'être invisible et dévalorisé se renforça, car chaque mot semblait confirmer que la maison, si chargée de souvenirs, à la fois doux et amers, serait attribuée à Raphaël, sous prétexte qu'il possédait la responsabilité et l'alignement avec les valeurs que nos parents avaient toujours prônées. Au fil du dîner, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, chargée de secrets révélés et d'une vérité que je soupçonnais depuis longtemps, sans jamais avoir pu préparer mon cœur à l'accepter. La conversation, qui se limitait auparavant à des sujets banals, se transforma en un échange de justifications mettant en lumière le pouvoir arbitraire des parents à définir le destin de quelque chose d'aussi essentiel que notre propre demeure, l'identité qui vit entre ces murs. Dans chacune de ces paroles, j'entendais le son étouffé de mes propres défenses s'effondrant devant l'autorité incontestable d'une tradition qui ignorait la volonté individuelle. Les souvenirs des moments où j'avais été ignorée, où mes sentiments étaient mis de côté, affluaient avec une intensité douloureuse qui mettait à l'épreuve la résilience que je cultivais en silence au fil des ans. La révélation de ce dîner provoqua, instantanément, une série de réflexions intenses sur ma propre identité et sur la valeur que j'avais, indépendamment des impositions familiales. Je ressentis, dès cet instant, un désir irrésistible de lutter pour ce qui m'appartenait de droit, l'envie de retrouver ma voix et de réécrire la narration qui avait toujours été conçue pour me cantonner au rôle de spectatrice passive des événements. Je me rappelais des documents que j'avais découverts par hasard, preuves irréfutables des calculs et des tableaux qui avaient déterminé la répartition du patrimoine de manière inhumaine et sans place pour le dialogue. Chaque page de ces papiers était le rappel que la décision quant à qui hériterait de la maison n'avait jamais été discutée de façon équitable, mais imposée selon des critères arbitraires, dissimulant un favoritisme flagrant. À partir de ce dîner, le sentiment de trahison se transforma en catalyseur pour une nouvelle étape de ma vie, où la lutte pour la reconnaissance devint indispensable. Je compris que les liens familiaux, traités comme de simples transactions financières et calculs d'investissement, perdaient la valeur intrinsèque qu'ils auraient pu avoir si le dialogue et l'amour avaient été réellement prioritaires.
Cette transformation intérieure s'abattit comme un appel à ne pas permettre à des décisions unilatérales de définir le cours de mon existence, ni d'effacer mon identité. La révélation, qui paraissait au premier abord confirmer la supériorité de certains membres, éveilla en moi la conviction que la valeur d'un foyer va bien au-delà de ce que tout calcul pourrait mesurer. Elle est le reflet des moments vécus, des combats, de l'amour et de la capacité à transformer la douleur en force. Alors que les regards des convives se mêlaient dans une tentative désespérée de normaliser la situation, mon esprit s'emballait de pensées sur la justice, l'autonomie et la nécessité de reconnaître ma propre vérité. Chaque justification émise par mes parents, chaque explication qui sonnait creuse et répétée, renforçait la perception que cette maison, qui aurait dû être un lieu de mémoire et d'appartenance, était en train de se transformer en symbole d'un favoritisme historique qui m'avait toujours exclu. Une décision inébranlable émergea alors. Je ne permettrai pas que l'affirmation de cette décision scelle mon rôle dans la famille, ni le déroulement de ma propre histoire. C'était comme si enfin, un voile se levait de mes yeux, révélant avec une brutalité limpide ce qui avait toujours été devant moi. Alors, c'est ainsi, pensai-je, avec un sourire amer aux lèvres, en écartant l'assiette devant moi, l'appétit entièrement disparu. Tout ce discours sur l'égalité et la justice n'était qu'une belle façade pour dissimuler les préférences qui ont toujours existé. Ma mère, remarquant mon malaise, tenta d'adoucir la situation avec ce ton conciliant qui m'était si familier et en même temps si irritant. « Béatrice, ma chérie, il faut comprendre que cette décision a été prise pour le bien de tous. Raphaël a une famille à élever et… » Je l'interrompis d'un geste ferme, quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. « Épargne-moi tes justifications, maman. Soudainement, mes choix de vie me disqualifient-ils pour hériter de quelque chose qui a aussi été construit avec le sacrifice de mes grands-mères ? » Ma voix, plus contrôlée que je ne l'aurais cru, contrastait avec le tumulte intérieur. Fascinant comme vous parvenez à vêtir le favoritisme de dehors si élégant, alliant rationalité et souci familial. Raphaël, toujours si sûr de sa place privilégiée, intervint avec cette condescendance qu'il employait lorsqu'il me parlait. « Béa, ne fais pas de drame. Papa et maman ne font que rester pratiques. Tu sais que j'ai toujours été plus attachée à la maison. Plus à quoi, Raphaël? Plus méritant? Plus le fils préféré? » Coupant net, je ressentis une satisfaction inattendue en voyant son visage pâlir. « Allez, continue. Je suis curieuse de connaître quels sont les critères objectifs qui te qualifient comme l'héritier naturel. Serait-ce le fait de ne jamais poser de questions, d'emprunter toujours la voie sûre et approuvée? Ou peut-être est-ce simplement parce que tu es né avec le bon genre ?» Un silence lourd s'abattit sur la table. Mon père racla sa gorge, visiblement mal à l'aise avec la tournure des événements. C'était la première fois que je l'ai confronté aussi directement, et je pouvais sentir le choc presque palpable dans l'air. Pendant des années, j'avais étouffé mes objections, acceptant les miettes d'attention et de reconnaissance qui me parvenaient, finies. « Vous savez ce qui est vraiment ironique ?» continuai-je, indifférente aux convenances familiales qui voulaient qu'on ne discute pas de sujets sérieux pendant les repas. J'ai passé ma vie à tenter de prouver ma valeur dans cette famille, croyant que si je m'efforçais assez, un jour on me verrait comme égale. Quelle naïveté, n'est-ce pas? La décision était prise bien avant ce dîner, probablement bien avant que nous ayons l'âge de comprendre ce qui était en jeu. Repoussant ma chaise en arrière, je me levai, ressentant une légèreté étrange. C'était comme si un poids invisible avait été enlevé de mes épaules, le poids de vouloir appartenir à un lieu où il n'y avait jamais eu de véritable place pour moi. Merci pour ce dîner révélateur. Au moins, je ne peux plus m'illusionner. Dans les jours qui suivirent cette nuit, je me retirai dans un silence introspectif que je ne reconnaissais plus. Les appels insistants de ma mère furent répondus par des monosyllabes polis, mais distants. Il n'y avait plus de place pour le faux-semblant ou les concessions. Les souvenirs d'une enfance autrefois colorée par l'espoir se montraient désormais sous une lumière plus crue et honnête. Je repensais à toutes ces fois où j'avais été exclue des décisions importantes, où mes rêves étaient toujours considérés comme de simples phases passagères, alors que ceux de Raphaël étaient traités comme des projets de vie dignes d'investissement et de soutien. C'était presque risible de constater à quel point j'avais été naïve. Pendant des années, j'avais cru qu'en prouvant ma valeur, en obtenant une reconnaissance professionnelle ou en construisant une vie stable par mes propres moyens, chose que Raphaël n'avait jamais accomplie sans le soutien financier constant de nos parents, je serais enfin vue comme l'égale. Mais la vérité, désormais limpide, était qu'il n'y avait jamais eu de compétition équitable pour commencer.
Le vainqueur avait été choisi dès le départ. Par une matinée particulièrement froide, alors que je rangeais de vieux documents, rapportés de la maison de mes parents, je découvris une photographie jaunie. Sur celle-ci, une version beaucoup plus jeune de ma mère souriait aux côtés de sa propre mère, ma grand-mère Caroline. L'ironie ne m'échappa pas. Caroline, qui avait bâti un patrimoine considérable à une époque où les femmes avaient rarement une indépendance financière, avait explicitement déclaré dans son testament que la maison devait être partagée équitablement entre ses petits-enfants, un désir que mes parents avaient convenablement oublié. Tenant encore la photographie en main, je pris une décision qui allait changer le cours des événements. Il était temps de consulter un avocat, non pas par cupidité ou par désir de vengeance, mais par justice, non seulement pour moi, mais pour l'héritage d'une femme qui, tout comme moi, avait probablement dû lutter contre des attentes limitantes et des préjugés inhérents aux traditions familiales. Le cabinet du docteur Dubois était exactement tel que je m'imaginais le bureau d'un avocat spécialisé en droit de la famille, sobre, discret, avec cette aura de confidentialité qui met immédiatement les clients à l'aise. J'exposais ma situation sans détour, présentant les documents que j'avais découverts, y compris une copie du testament de ma grand-mère qui, par un miracle, figurait parmi les papiers que j'avais emportés avec moi. Mademoiselle Béatrice, d'après ce que je vois, votre dossier est très solide, déclara-t-il, après avoir examiné chaque document avec attention. La volonté exprimée par votre grand-mère est claire quant à la répartition égale des biens, y compris la maison. Vos parents n'avaient pas le droit, légalement, de redéfinir cette distribution sans le consentement explicite de tous les héritiers. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Demandai-je, mêlant appréhension et détermination. Nous pouvons engager une action pour contester la décision. Ce sera un procès susceptible de bouleverser les structures familiales. Vous en êtes consciente, n'est-ce pas ? Je souris avec une assurance naissante, malgré l'incertitude. Docteur, ces structures étaient déjà pourries depuis longtemps. Il est peut-être temps de bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations plus justes. La notification judiciaire arriva chez mes parents un mercredi. Je l'appris non par eux, mais par Marianne, ma sœur, qui avait toujours occupé une position curieuse dans la dynamique familiale, ni totalement favorisée comme Raphaël, ni systématiquement ignorée comme moi. Elle m'appela dès qu'elle l'eut su, sa voix oscillant entre la surprise et une sorte d'admiration réticente. « Béa, tu as vraiment fait ça ? Papa est bouleversé. Maman n'arrête pas de pleurer et Raphaël… Eh bien, Raphaël menace de rompre tout contact avec toi. Et toi, Marianne, que penses-tu de tout cela ?» demandai-je, sincèrement curieuse de connaître la position de ma sœur dans cette bataille qui émergeait enfin. Un long silence précéda sa réponse. « Je pense que tu as raison », finit-elle par dire, avec un soupir lourd. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la manière dont il te traitait, mais il était plus simple de faire semblant de ne rien voir. Désolée pour ça. Cette petite confession, ce tardif mais sincère aveu, alluma en moi une étincelle d'espoir dont j'ignorais l'existence. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être restait-il encore une possibilité de reconstruction, même sur des bases complètement différentes. La réaction de mon père se manifesta par un appel téléphonique orageux le soir même. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» tonna-t-il, à peine m'ayant laissé le temps de répondre. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en exposant nos affaires familiales à des étrangers, en traînant notre nom devant les tribunaux ? Affaires familiales ?» rétorquai-je, d'un ton qui le désarma momentanément. « Non, papa, ce n'est pas une simple affaire familiale. C'est une question de droit, de justice. La maison n'était pas à toi pour être donnée exclusivement à Raphaël. Elle faisait partie de l'héritage de grand-mère. Caroline, destinée à être partagée équitablement entre tous les petits-enfants. Ta grand-mère ne comprenait pas les subtilités de la gestion d'un patrimoine, explosa-t-il. Raphaël est le seul à avoir la capacité pour… avec tout le respect que je vous dois, papa, grand-mère Caroline a bâti ce patrimoine de toutes pièces, élevant seule 3 enfants après la mort de son mari. Je pense qu'elle en savait long sur l'art de gérer. Je fis une pause, laissant à mes mots toute la gravité nécessaire. Quant à la capacité de Raphaël, il est fascinant de constater comment vous confondez obéissance et compétence. Le silence de l'autre côté du fil fut plus éloquent que n'importe quelle réplique. Quand il reprit enfin la parole, sa voix avait perdu la fureur initiale, cédant la place à un sentiment qui frôlait le désappointement. « Je n'aurais jamais imaginé que tu nous trahirais de la sorte. » « Trahison ?» Le mot me frappa comme une gifle, et pendant un instant je faiblis. Puis, je me rappelai toutes les fois où mes rêves avaient été rejetés, où mes réussites étaient minimisées,
où mon existence semblait reléguée au rang de simple note de bas de page dans la grande histoire familiale. Non, papa, la trahison, c'est ce que vous m'avez fait subir toute ma vie. Ce qui se passe ici, c'est simplement la justice qui arrive, même si elle tarde. Les mois suivants furent un tourbillon d'audiences, de médiations et de tentatives d'accord, qui ressemblaient davantage à des champs de mines émotionnelles. Raphaël refusait de participer directement, envoyant seulement son avocat, tandis que, selon Marianne, il passait ses journées à ruminer son indignation face à ce qu'il considérait comme ma destruction de la famille pour de l'argent. Mes parents oscillaient entre des tentatives émotionnelles de me faire renoncer et des menaces voilées quant aux conséquences de mes actes. Au cœur de cette tempête, quelque chose d'inattendu se produisit. Je commençai à m'épanouir. La confrontation, que j'avais tant redoutée toute ma vie, se révéla libératrice. Je ne cherchais plus à être la fille parfaite, celle qui ne causait jamais de problème, celle qui acceptait sa place dans l'ombre avec un sourire poli. Je découvris ma voix, mes limites et surtout, ma valeur. Au travail, cette nouvelle confiance se traduisit par des promotions qui m'avaient toujours semblé inaccessibles. Dans mes relations personnelles, j'appris à exiger le respect que je méritais plutôt que de me contenter de miettes d'attention. Et plus surprenant encore, je commençais à établir une relation authentique avec Marianne, fondée non plus sur des rôles familiaux prédéterminés, mais sur une compréhension mutuelle et un respect sincère. L'audience finale fut fixée pour un mardi ensoleillé de printemps. Je me préparais avec un soin particulier ce jour-là, non pas pour impressionner ou plaire à quiconque, mais comme un hommage silencieux à la femme que j'étais devenue au fil de ce parcours. La robe bleu marine, austère mais élégante, était une armure symbolique. J'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. Le juge, un homme d'âge moyen aux yeux perçants semblant lire au-delà des paroles, écouta attentivement les arguments des deux parties. Mon avocat présenta non seulement le testament de ma grand-mère, mais aussi une série de documents démontrant comment la maison avait été entretenue et améliorée au fil des années, grâce à des ressources relevant de l'héritage commun, et non pas uniquement de celui de mes parents. Lorsque vint mon tour de m'exprimer, je ressentis une calme inattendue. « Votre honneur, je ne suis pas ici aujourd'hui par vengeance ou par cupidité, comme l'autre partie l'a insinué. Je suis ici parce que je crois que la justice n'est pas un concept abstrait que l'on peut modeler selon nos convenances. La maison en question représente non seulement un bien matériel, mais l'héritage d'une femme qui croyait en l'égalité, même à une époque où cela était rare. Grand-mère Caroline avait clairement exprimé sa volonté que cet héritage soit partagé équitablement entre ses petits-enfants. Respecter cette volonté, ce n'est pas seulement une question de droit, c'est un devoir d'honneur envers sa mémoire et les valeurs qu'elle incarnait. Le verdict tomba 2 semaines plus tard. La maison devait être vendue, et le produit, de la vente partagée équitablement entre les 3 petits-enfants, ou, alternativement, l'un des petits-enfants pouvait racheter la part des 2 autres à sa juste valeur de marché. Ce fut une victoire, non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan moral. La réaction de ma famille fut un microcosme parfait des dynamiques qui nous avaient toujours définis. Raphaël, furieux, refusa de me parler et se mit à répandre à qui voulait l'entendre que j'avais détruit le rêve de nos parents. Ma mère, après quelques semaines de silence douloureux, envoya un message pour rétablir le contact, bien qu'elle ne comprit clairement pas encore pourquoi j'avais causé tant de remous. Mon père, trop fier pour reconnaître une erreur, opta pour un silence que je pressentais long, voire définitif. Curieusement, c'est Marianne qui proposa la solution à laquelle personne ne s'attendait. « Et si nous achetions la maison ensemble ?» suggéra-t-elle lors d'un de nos déjeuners désormais fréquents. « Je n'ai aucun désir d'y habiter, mais nous pourrions la rénover et la transformer, peut-être en une maison d'accueil, pour des femmes qui repartent à zéro, ou un espace culturel, quelque chose qui honore véritablement grand-mère Caroline. » La proposition me surprit, mais avait tout son sens. Il ne s'agissait plus de posséder la maison en tant que trophée d'une bataille remportée, mais de la transformer en symbole de renouveau et de possibilité. Raphaël, après une résistance initiale, finit par accepter de vendre sa part à nous deux, plus par nécessité financière que par désir de réconciliation, mais c'était un début. Les travaux de rénovation débutèrent à l'automne, alors que la nature se parait de couleurs chatoyantes. Les vieux murs, témoins de tant de dynamiques douloureuses, furent repensés pour créer des espaces ouverts et accueillants. Le salon où s'était déroulé ce dîner fatidique devint une bibliothèque communautaire. Le bureau dans lequel mon père dissimulait ses documents secrets fut transformé en salle de conseil juridique, gratuit destinée aux femmes en situation de vulnérabilité.
Par une après-midi ensoleillée, alors que je supervisais l'installation, de nouvelles fenêtres, larges, pour laisser entrer le plus de lumière possible, je découvris une vieille boîte dissimulée dans une alcôve exposée par les travaux. À l'intérieur se trouvaient des journaux intimes de ma grand-mère, des photos jaunies et des lettres jamais envoyées. Dans l'une d'elles, adressée à ma mère mais jamais remise, Caroline exprimait son inquiétude quant au traitement inégal qu'elle percevait entre les petits-enfants, surtout à mon égard. « Hélène, ma fille », écrivait-elle d'une calligraphie élégante mais ferme, « souviens-toi toujours que le véritable héritage d'une famille ne se trouve pas dans les murs que nous érigeons, mais dans la force et le caractère que nous cultivons chez chacun de ses membres. Je vois en Béatrice une détermination silencieuse qui me rappelle moi-même quand j'étais jeune. Ne laisse jamais cette flamme s'éteindre sous le poids d'attentes limitées ou de traditions qui ne servent plus à forger des êtres humains intègres et heureux. La maison que j'ai bâtie avec tant de sacrifices ne vaut rien si elle n'abrite pas l'épanouissement de chacun. » Les larmes vinrent sans prévenir, non pas de tristesse ou de ressentiment, mais d'un profond sentiment de reconnaissance. Ma grand-mère m'avait vue telle que j'étais, même quand personne d'autre ne le faisait. Et, d'une certaine manière, sa force avait traversé le temps et le silence pour me guider jusqu'à ce moment de renaissance. 6 mois après, les travaux, Maison Caroline, comme nous avions décidé de nommer cet espace, ouvrit ses portes. Dans le discours d'inauguration, avec Marianne à mes côtés, et, étonnamment, ma mère assise au premier rang, mon père et Raphaël ayant choisi de ne pas se présenter, je ne parlais pas du passé douloureux, mais de l'avenir que nous construisions ensemble. Cette maison, déclarai-je en scrutant les visages attentifs rassemblés dans le jardin fraîchement aménagé, fut jadis le symbole de la division et du favoritisme. Aujourd'hui, elle renaît en tant qu'espace d'accueil, d'égalité et de nouvelles possibilités. Caroline, notre grand-mère, disait que la maison ne se résume pas à des briques et du mortier, mais aux histoires que nous y vivons, que les nouvelles histoires qui seront écrites ici soient celles de la guérison, de l'empowerment et de la justice. Après la cérémonie, ma mère s'approcha timidement. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient embués d'une émotion, difficile à nommer, peut-être du remords, peut-être une admiration réticente, ou un peu des deux. « Ta grand-mère aurait été fière », dit-elle simplement en me tendant une enveloppe jaunie. « J'ai trouvé cela parmi les affaires de ton père. Je pense qu'il est temps que tu l'aies. » Il s'agissait d'une lettre de Caroline, adressée à moi, datée de quelques semaines. Seulement avant son décès, je la gardais précieusement pour la lire plus tard, en solitaire, dans un moment de recueillement digne de cette connexion intemporelle. Ce soir-là, assise sur le petit balcon de mon appartement, j'ouvris enfin l'enveloppe. Les mots que je découvris semblaient avoir été écrits, non pas pour le passé, mais directement pour la femme que j'étais devenue. « Chère Béatrice », commençait la lettre, « quand tu liras ceci, je ne serai probablement plus là. Il y a des choses que je dois te dire, des vérités que je n'ai pu exprimer de mon vivant, par lâcheté ou parce que je croyais que le temps était encore de mon côté. Je vois en toi, même si tu es si jeune, une force silencieuse qui transcende les limites que d'autres voudraient t'imposer. Ne permets jamais qu'on définisse ta valeur ou qu'on détermine les frontières de ton potentiel. La maison que j'ai bâtie et que je laisse en héritage n'est pas qu'un bien immobilier. C'est le symbole de tout ce que j'ai accompli à une époque où l'on disait que les femmes ne pouvaient rien conquérir seules. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, cette force vit en toi. Utilise-la avec sagesse, avec justice et surtout avec la certitude inébranlable que ta place dans ce monde n'est pas déterminée par autrui, mais par le courage avec lequel tu choisis de l'occuper. Je pliai soigneusement la lettre, ressentant une paix nouvelle. Le cercle était complet. La fillette invisible qui, autrefois, s'était assise à la table de cette maison en avalant ses larmes d'incompréhension, était désormais devenue une femme capable non seulement de lutter pour elle-même, mais de transformer une histoire d'exclusion en un héritage d'inclusion. La maison n'était plus le symbole du rejet, mais de la renaissance. Et moi, enfin, je n'étais plus définie par ce qui m'avait été refusé, mais par ce que j'avais réussi à conquérir. Non pas par ceux qui m'avaient rejeté, mais par ceux qui m'avaient enfin vu. Non pas par la place qu'ils avaient voulu m'imputer, mais par l'espace que j'avais moi-même créé pour m'épanouir. Regardant les étoiles de cette nuit, je murmurai un remerciement silencieux à ma grand-mère Caroline, dont la force avait, d'une manière ou d'une autre, traversé les générations pour me trouver exactement quand j'en avais le plus besoin. Et je lui promis, à elle et à moi-même, que l'héritage de force, de justice et de détermination resterait vivant,
non seulement dans les murs rénovés de la maison qui porte désormais son nom, mais dans chaque vie qui y serait transformée. L'œil. Lendemain matin, je me réveillais avec une sensation différente. C'était comme si un poids que je portais depuis des années avait enfin été levé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus coupable de mettre ma propre joie en priorité, de confronter ma famille et d'exiger ce qui m'était dû. En préparant mon café, je réfléchissais à la manière dont ce dîner familial avait marqué le tournant de ma vie. Marianne m'appela tôt le matin, sa voix enthousiaste résonnant à l'autre bout du fil. « Béa, tu ne vas pas y croire. 3 femmes se sont déjà inscrites pour le programme d'accueil de la Maison Caroline. Les travailleurs sociaux disent que notre projet est exactement ce dont la communauté a besoin. » Je souris, ressentant une satisfaction allant bien au-delà de la victoire juridique. « C'est merveilleux, Marianne. Quand pouvons-nous les rencontrer ? » « Elles arrivent la semaine prochaine. Et il y a autre chose, » hésita-t-elle brièvement. « Maman s'est proposée comme bénévole pour le programme d'alphabétisation que nous allons lancer. » Cette nouvelle me surprit. Hélène, la même femme qui, pendant des années, avait entretenu un système de favoritisme qui m'avait tant blessée, souhaitait désormais prendre part au nouveau chapitre que nous écrivions. L'ironie était que, d'une certaine manière, cela avait du sens. Ma mère avait toujours suivi les traditions, les attentes de mon père, les convenances sociales. Peut-être que maintenant, en voyant ses filles mener un projet significatif, elle trouverait enfin le courage de suivre un chemin différent. « Elle peut venir jeudi », répondis-je après un bref instant de réflexion. « Voyons comment cela se passe. » Le retrouvailles avec ma mère fut moins dramatique que je ne l'avais imaginé. Elle arriva ponctuellement, vêtue d'une simplicité que je ne lui avais jamais associée, habituellement si soucieuse des apparences. Ses yeux parcoururent l'espace rénové avec une combinaison de nostalgie et d'admiration. « Vous avez complètement transformé cet endroit », commenta-t-elle en effleurant le mur fraîchement repeint. « Grand-mère aurait adoré. »« J'espère bien », répondis-je, tout en conservant une certaine distance émotionnelle, mais sans hostilité. « Viens, je vais te montrer la bibliothèque que nous avons aménagée. » En parcourant les pièces, je réalisais que ma mère semblait désormais plus fragile, presque insignifiante comparée à l'image imposante qu'elle avait toujours eue. Ou peut-être étais-je simplement moi qui avais grandi, non seulement en force intérieure, mais dans ma capacité à voir les gens au-delà des rôles qu'ils endossaient. « Béatrice », dit-elle soudain en s'arrêtant au milieu du couloir, « j'ai échoué avec toi, pas seulement comme mère, bien que j'ai sans doute échoué à ce titre, mais comme femme. J'ai laissé des traditions dépassées déterminer la façon dont je traitais mes propres enfants. J'ai permis à ton père... Non, ce n'est pas juste. J'ai laissé croire que nous avions créé un environnement où tu ne te sentais jamais vraiment valorisée. Ce n'était pas tant une demande de pardon qu'un aveu, mais venant d'Hélène, c'était plus un reconnaissant que je n'avais jamais espéré recevoir. J'inclinai la tête doucement, sans répondre immédiatement. Certaines blessures nécessitent plus que des mots pour guérir complètement. Que dirais-tu de repartir à zéro ? Suggérai-je enfin. Non pas en tant que mère et fille, mais comme 2 femmes œuvrant ensemble pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ses yeux s'embuèrent, mais elle se ressaisit rapidement. Les vieilles habitudes sont difficiles à abandonner. J'adorerais cela. Dans les semaines qui suivirent, la Maison Caroline prit vie de manière que je n'aurais jamais imaginée. 6 femmes, chacune avec son histoire de résilience, vinrent occuper l'espace temporairement pour reconstruire leur vie. Le programme d'alphabétisation, étrangement bien mené par ma mère, attira des bénévoles de toute la ville. Marianne gérait avec une efficacité admirable les aspects administratifs, révélant des talents qui, jusque-là, étaient restés inexplorés dans l'ancienne dynamique familiale. Raphaël, malgré son refus initial, finit par s'impliquer, non par altruisme, mais par intérêt lorsque l'on constata que la nouvelle structure pourrait l'avantage légalement, sans recourir à des arrangements douteux. Sa participation était distante et pragmatique, mais au moins un canal de communication s'était ouvert. Un après-midi particulièrement marquant, alors que nous révisions la restructuration d'une petite usine qui faisait partie de l'empire bâti par Caroline, je reçus un appel de la Maison Caroline. L'une des résidentes, Louise, venait de décrocher son premier emploi formel après des années de précarité. Une autre, Thérèse, venait d'obtenir la garde de ses enfants après une procédure judiciaire appuyée par des avocats bénévoles du projet. À cet instant, assise parmi des papiers et des tableaux représentant un héritage matériel, je compris que le véritable legs de Caroline, et désormais le mien, dépassait les propriétés et les investissements. Il s'agissait de transformation, de créer des opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles, d'utiliser le pouvoir non pour contrôler,
mais pour autonomiser. « Pourquoi souris-tu » demanda mon père, qui se trouvait, par un heureux hasard, présent à cette réunion. « Parce que j'ai enfin compris ce que grand-mère Caroline essayait de m'enseigner à travers sa lettre, » répondis-je simplement. Il n'avait pas besoin de connaître tous les détails de ma transformation intérieure. Certaines choses resteraient à jamais personnelles. Pour le premier anniversaire de la maison Caroline, nous organisâmes une célébration réunissant résidentes, anciennes résidentes, bénévoles et sympathisants. Le jardin, désormais luxuriant avec des fleurs soigneusement cultivées, accueillait des tables simples mais élégantes, où des personnes d'horizons divers partageaient leurs expériences. Ma mère, devenue une présence constante dans le projet, avait veillé à organiser chaque détail avec un enthousiasme que je n'avais jamais vu auparavant. Marianne, révélant des talents artistiques jusque-là insoupçonnés, avait organisé une exposition avec des œuvres réalisées lors des ateliers thérapeutiques offerts aux résidentes. À ma grande surprise, Raphaël fit une brève apparition, accompagné de son épouse et de ses enfants. Son expression, toujours tendue lors de nos rencontres, laissait transparaître que sa venue représentait une ouverture, chose impensable il y a quelques mois. « Beau travail », commenta-t-il sèchement en observant les lieux. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais pour cet endroit, mais ça marche. De sa part, cela ressemblait presque à une déclaration de reddition. Je souris, sans ironie. « Merci d'être venu, cela signifie beaucoup pour Marianne. » Mon père ne se présenta pas, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Notre relation avait trouvé un nouvel équilibre, non fondé sur l'affection ou la réconciliation. Émotionnel, mais sur un respect réticent pour la compétence que j'avais démontrée tant dans la restructuration des affaires que dans la création d'un projet nouveau et significatif. Lorsque la nuit tomba et que les douces lumières du jardin s'allumèrent, je montai sur la petite estrade improvisée pour prononcer un bref discours. Face aux visages attentifs, certains que je connaissais intimement, d'autres que je commençais à découvrir, je ressentis une émotion qui dépassait le simple triomphe personnel ou la revanche. Il y a 1 an, nous avons entamé ce chemin non seulement pour transformer un espace physique, mais pour réinventer ce que signifie l'héritage et la transmission. Caroline, ma grand-mère, n'a pas laissé derrière elle que des biens matériels. Elle a bâti des possibilités, et aujourd'hui, je vois ces possibilités s'épanouir dans chaque histoire de résilience, dans chaque petite victoire personnelle que nous célébrons ici. Mes yeux croisèrent ceux de ma mère, puis ceux de Marianne, et enfin, brièvement, ceux de Raphaël qui restait en retrait, mais présent. La véritable valeur d'un héritage ne se mesure pas aux biens matériels que nous laissons, mais aux vies que nous transformons, aux opportunités que nous créons et au courage que nous inspirons aux autres pour qu'ils trouvent leur propre voie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement 1 an de la maison Caroline, mais aussi la force transformatrice qui nous habite toutes lorsque nous décidons de ne plus accepter les limites imposées par autrui, mais de créer nos propres conditions d'existence. Je levai ma coupe en un toast qui dépassait cet instant, cet espace. Plus tard, lorsque la majorité des invités furent partis et qu'un petit groupe restait à discuter paisiblement dans le jardin, Louise, l'une des premières résidentes, s'approcha de moi. « Madame Béatrice », commença-t-elle, en continuant d'utiliser ce titre que j'avais souvent tenté de lui faire abandonner. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle me tendit un petit carnet, dont les pages étaient remplies d'une écriture soignée. J'ai commencé à écrire mon histoire, comme vous me l'aviez suggéré lors de ce premier atelier. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la mienne, et je voulais que vous soyez la première à la lire. Je reçus ce carnet avec le respect qu'il méritait. Ce n'était pas qu'un simple ensemble de pages, mais un acte de courage, une déclaration d'existence de celle qui, pendant tant d'années, avait été systématiquement réduite au silence. « C'est un honneur, Louise. Merci de me faire confiance. » Ce petit moment résumait tout ce que nous avions construit. La maison Caroline n'était plus seulement un projet social ou une forme de rédemption personnelle. C'était un lieu où les histoires étouffées pouvaient enfin prendre la parole, où des identités fragmentées pouvaient être reconstituées, avec dignité et force. Plus tard dans la soirée, seule dans mon appartement, je réfléchis à ce long chemin parcouru depuis ce dîner fatidique. La douleur de l'exclusion, qui un temps avait semblé définir mon existence, s'était muée en une force capable de créer l'inclusion. La colère face à l'injustice s'était transformée en une détermination à promouvoir des changements significatifs, non seulement dans ma vie, mais dans celle des autres. Ce dîner de famille, qui avait débuté comme une déclaration cruelle d'exclusion, était devenu, ironiquement, le catalyseur de ma libération. Les mots glacials de mon père,
destinée à sceller mon sort en tant que figurante dans l'histoire familiale, avait fini par m'ouvrir la voie pour devenir l'auteur de ma propre destinée. Et dans cette histoire réécrite, il n'y avait plus de place pour l'invisibilité ou la résignation, seulement pour la certitude tranquille d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde, tout en aidant d'autres à trouver la leur. Le nez. Lendemain matin, je me réveillais avec une sensation nouvelle. C'était comme si un fardeau que je portais depuis des années avait enfin été enlevé. Pour la première fois depuis si longtemps, je ne me sentais pas coupable de privilégier mon bonheur, de confronter ma famille et d'exiger ce qui m'était dû. En préparant mon café, je méditais sur la façon dont ce dîner avait été le tournant décisif de ma vie. Marianne m'appela dès l'aube, sa voix pleine d'enthousiasme résonnant à l'autre bout du fil. « Béa, tu ne vas pas y croire. 3 femmes se sont déjà inscrites pour le programme d'accueil de la Maison Caroline. Les travailleurs sociaux disent que notre projet est exactement ce dont la communauté a besoin. » Je souris, ressentant une satisfaction qui dépassait largement la victoire juridique. « C'est merveilleux, Marianne. Quand pourrons-nous les rencontrer ? Elles arrivent la semaine prochaine. Et il y a autre chose. » hésita-t-elle un instant. « Maman s'est proposée pour être bénévole dans le programme d'alphabétisation que nous allons lancer. » Cette nouvelle me surprit. Hélène, la même femme qui, pendant des années, avait soutenu un système de favoritisme qui m'avait tant blessée, souhaitait désormais participer à ce nouveau chapitre que nous écrivions. L'ironie voulait que, d'une certaine manière, cela ait du sens. Ma mère avait toujours suivi les traditions, les attentes de mon père, les conventions sociales. Peut-être que maintenant, en voyant ses filles mener un projet significatif, elle trouverait enfin le courage de tracer un chemin différent. « Elle peut venir jeudi ?» répondis-je, après un bref moment de réflexion. « Voyons comment cela se passe. » Le rapprochement avec ma mère fut moins dramatique que je ne l'avais imaginé. Elle arriva à l'heure, vêtue d'une simplicité que je ne lui avais jamais associée, toujours si préoccupée par les apparences. Ses yeux parcoururent l'espace rénové avec un mélange de nostalgie et d'admiration. « Vous avez complètement transformé cet endroit », commenta-t-elle en effleurant le mur fraîchement repeint. « Grand-mère aurait adoré. »« J'espère bien », répondis-je, gardant une certaine distance émotionnelle, mais sans hostilité. « Viens, je vais te montrer la bibliothèque que nous avons aménagée. » En arpentant les pièces, je réalisais que ma mère paraissait désormais plus fragile, presque insignifiante par rapport à l'image imposante qu'elle avait toujours eue. Ou peut-être étais-je simplement en train de grandir, non seulement en force intérieure, mais dans ma capacité à voir au-delà des rôles que chacun endosse. « Béatrice, » dit-elle soudain en s'arrêtant dans le couloir, « j'ai échoué avec toi. Pas seulement en tant que mère, bien que j'ai sans doute échoué dans ce rôle, mais en tant que femme. J'ai permis que des traditions désuètes déterminent la façon dont je traitais mes propres enfants. J'ai laissé ton père ? Non, ce n'est pas juste. J'ai permis que nous créions un environnement où tu ne te sentais jamais vraiment valorisée. Ce n'était pas tant une demande de pardon qu'un aveu, mais venant d'Hélène, c'était plus un acte de reconnaissance que je n'avais jamais osé espérer. Je hochai légèrement la tête, sans répondre immédiatement. Certaines blessures nécessitent plus que de simples mots pour guérir complètement. « Que dirais-tu de repartir à zéro ?» suggérai-je enfin. Pas en tant que mère et fille, mais comme 2 femmes travaillant ensemble pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, puis elle se ressaisit. « Les vieilles habitudes sont difficiles à abandonner. J'adorerais cela, » répondit-elle. Dans les semaines qui suivirent, la maison Caroline prit vie de manière que je n'aurais jamais imaginée. 6 femmes, chacune avec son histoire de résilience, vinrent occuper l'espace temporairement pour reconstruire leur vie. Le programme d'alphabétisation, étrangement bien dirigé par ma mère, attira des bénévoles de toute la ville. Marianne gérait les aspects administratifs avec une efficacité admirable, révélant des talents qui, jusque-là, restaient dormants dans l'ancienne dynamique familiale. Raphaël, malgré sa réticence initiale, finit par s'impliquer, non par altruisme, mais par intérêt lorsqu'il constata que la nouvelle structure pourrait légalement lui être bénéfique, sans recourir à des arrangements douteux. Sa participation était distante et pragmatique, mais au moins un canal de communication s'était ouvert. Un après-midi particulièrement significatif, alors que nous révisions la restructuration d'une petite usine faisant partie de l'Empire. Bâtie par Caroline, je reçus un appel de la maison Caroline. L'une des résidentes, Louise, venait d'obtenir son premier emploi stable après des années de précarité. Une autre, Thérèse, venait d'obtenir la garde de ses enfants, suite à une procédure judiciaire soutenue par des avocats bénévoles du projet. À ce moment précis, assise parmi des documents et des tableaux représentant un héritage matériel, je compris que le véritable legs de Caroline
et désormais le mien, dépassait les propriétés et les investissements. Il s'agissait de transformation, de créer des opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles, d'utiliser le pouvoir non pour contrôler, mais pour autonomiser. « Pourquoi souris-tu » demanda mon père, qui se trouvait par hasard présent à cette réunion. « Parce que j'ai enfin compris ce que grand-mère Caroline voulait m'enseigner à travers sa lettre, » répondis-je simplement. Il n'avait pas besoin de connaître tous les détails de ma métamorphose intérieure. Certaines choses resteraient à jamais personnelles. Pour le premier anniversaire de la maison Caroline, nous organisâmes une fête réunissant résidentes, anciennes résidentes, bénévoles et sympathisants. Le jardin, désormais luxuriant avec des fleurs minutieusement cultivées, accueillait des tables simples, mais élégantes, où des personnes de tous horizons partagèrent leurs histoires. Ma mère, désormais une figure constante du projet, avait orchestré chaque détail avec un enthousiasme que je n'avais jamais vu auparavant. Marianne, révélant des talents artistiques insoupçonnés, avait organisé une exposition d'œuvres réalisées lors des ateliers thérapeutiques offerts aux résidentes. À ma grande surprise, Raphaël fit une apparition brève, accompagné de son épouse et de ses enfants. Bien que son visage fût toujours empreint d'une certaine tension lors de nos rencontres, le simple fait qu'il soit venu marquait une ouverture qui, quelques mois auparavant, aurait été impensable. « Beau travail », commenta-t-il sèchement, en parcourant les lieux. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais pour cet endroit, mais ça fonctionne. De sa part, cela ressemblait presque à une déclaration de reddition. Je souris, sans ironie. « Merci d'être venu. » Cela signifie beaucoup pour Marianne. Mon père ne se présenta pas, et je n'en attendais pas davantage. Notre relation avait trouvé un nouvel équilibre, non fondé sur l'affection ou la réconciliation émotionnelle, mais sur un respect réticent pour la compétence que j'avais, démontré tant dans la restructuration des affaires que dans la création de quelque chose de nouveau et significatif. Lorsque la nuit tomba et que les douces lumières du jardin furent allumées, je montai sur la petite estrade improvisée pour prononcer un court discours. Face aux regards attentifs, certains familiers, d'autres encore à découvrir, je ressentis une émotion qui transcendait le simple triomphe personnel ou la vengeance. Il y a 1 an, nous avons entamé ce chemin non seulement pour transformer un espace physique, mais pour redéfinir ce que signifie l'héritage et la transmission. Caroline, ma grand-mère, n'a pas laissé derrière elle seulement des biens matériels. Elle a bâti des possibilités. Et aujourd'hui, je vois ces possibilités s'épanouir dans chaque histoire de résilience, dans chaque petite victoire personnelle que nous célébrons ici. Mes yeux croisèrent ceux de ma mère, puis ceux de Marianne, et enfin, brièvement, ceux de Raphaël qui restait en retrait, mais présent. La véritable valeur d'un héritage ne se mesure pas aux biens matériels que nous laissons derrière nous, mais aux vies que nous touchons, aux opportunités que nous créons et au courage que nous inspirons aux autres pour qu'ils trouvent leur propre voie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement 1 an de la Maison Caroline, mais aussi la force transformatrice qui réside en chacune de nous lorsque nous décidons de ne plus accepter les limites imposées par autrui, mais de créer nos propres conditions pour exister dans ce monde. Je levai ma coupe en un toast qui transcendait cet instant et cet espace. Plus tard, lorsque la majorité des invités furent partis et qu'un petit groupe restait à converser paisiblement dans le jardin, Louise, l'une des premières résidentes, s'approcha de moi. « Madame Béatrice », commença-t-elle, en continuant d'utiliser le titre que j'avais souvent tenté de lui dissuader d'employer, « j'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle me tendit un petit carnet dont les pages étaient remplies d'une écriture soignée. J'ai commencé à écrire mon histoire, comme vous me l'aviez suggéré lors de ce premier atelier. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la mienne, et je voulais que vous soyez la première à la lire. Je reçus ce carnet avec tout le respect qu'il méritait. Ce n'était pas seulement un assemblage de pages, mais un acte de courage, la déclaration d'existence de celle qui avait été, pendant des années, systématiquement réduite au silence. C'est un honneur, Louise. Merci de me faire confiance. Ce moment précis résumait tout ce que nous avions construit. La Maison Caroline n'était plus uniquement un projet social ou une forme de rédemption personnelle. C'était un lieu où les histoires étouffées pouvaient enfin trouver leur voie, où des identités fragmentées pouvaient être reconstruites avec dignité et force. Plus tard dans la soirée, seule dans mon appartement, je méditais sur le chemin parcouru depuis ce dîner fatidique. La douleur de l'exclusion, qui un temps avait semblé définir mon existence, s'était transformée en une force bien plus puissante, celle de créer l'inclusion. La colère face à l'injustice s'était muée en une détermination à promouvoir des changements significatifs, non seulement dans ma vie, mais dans celle des autres.
Ce dîner familial, qui avait débuté comme une déclaration cruelle d'exclusion, était devenu, ironiquement, le catalyseur de ma libération. Les paroles glaciales de mon père, destinées à sceller mon destin en tant que figurante dans l'histoire familiale, avaient finalement ouvert la voie pour que je devienne l'auteur de ma propre destinée. Et dans cette histoire réécrite, il n'y avait plus de place pour l'invisibilité ou la résignation, seulement pour la certitude tranquille d'avoir enfin trouvé ma véritable place dans le monde, tout en aidant les autres à trouver la leur.